Hello, welcome to Eclair TV. Well, today we have Judith Chakpa. Hello. Hello. And So. Hello. Is this So or So Agessi Raboteur? So Agessi Raboteur. So why do everybody says So? C'est pour parler de tous mes patronymes et donc de toutes mes origines, donc c'est important de garder les deux, vu que je travaille sur l'identité. Oui, mais on t'appelle So ou on t'appelle So? Ton nom d'artiste, parce que souvent on a fait So. So Agessi Raboteur. Donc c'est le nom complet. Oui. D'accord. Je veux dire, tu signes So. Ouais, Quand tu as une expo sur les, voilà. sur les invitations, les press releases, tout ça, c'est So. C'est So Agessi Raboteur. Ouais, je signe tout. Ah oui, non, c'est que So, c'est pour Sophie. Pas du tout. Ah, c'est mignon, mais pas du tout, c'est bien. C'est pour Solange. Ah non. Oh. C'est pour Solennel. Ségolène. Ségolène, ça commence par C. Non, non, toujours. Judith. Judith Chakpa. Ça va? Ça va très bien. Tu es née où? Je suis née en République centrafricaine, à Bangui. C'est la terre de Bokassa? Pas seulement, de tous les Centrafricains, mais notamment, oui. Et de René Maran. René Maran. Qui est René Maran? Bokassa, autant je peux très bien répondre. Mais alors là... On en a parlé hors antenne. Oh mince. Ah, c'est lui le prix, d'accord. Je ne sais toujours pas. Enfin, j'apprendrai à son propos à l'issue de l'émission. C'est c'est quand même le premier prix Nobel, prix Goncourt noir. Mm-hmm. Très intéressant parce que c'est, selon beaucoup, le vrai père de la négritude. Mouvement qui a été dans une certaine mesure, enfin certains disent, volé par Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor. Il en manque un. Le troisième, c'est qui? François Fanon. Donc Glissant, c'est après. Glissant, c'est après, c'est le tout le monde. D'accord. 6 mètres après. Dis-nous plus. Non, mais je ne savais pas. De ta terre je suis natale. contente d'apprendre. Mais ma terre natale, elle est au cœur de l'Afrique, comme son nom le dit bien. C'est la République centrafricaine. C'est là que j'y suis née, j'ai grandi. Ma famille est installée, y est originaire. Mon père est centrafricain, d'une ethnie Banda. Ma mère est une métisse, notamment d'une ethnie Yakoma, et son père est libyen. Donc elle est métisse africaine. Quoi. Africaine. Parce que nous, ici, quand on dit métisse, on a l'impression que c'est noir-blanc. Oui, pas pour moi. Dans ma conception, métisse, c'est juste un assemblage de deux peuples. Enfin, et d'ailleurs, normalement, la véritable définition, c'est pas simplement la mixité du blanc-noir. Mais là, en l'occurrence, les Libyens sont une carnation qui est claire, bien qu'ils soient pas blancs, mais enfin... voilà. Donc ma mère est une métisse libyenne. Et donc tu es là jusqu'à quel âge? Jusqu'à 11-12 ans. Mes parents sont séparés et du coup, choix d'aller dans différents horizons. Ma mère, elle a choisi de rejoindre une part de sa famille qui était installée en France, notamment, dans le sud de la France. Et nous l'avons suivi. Enfin, tu continues de grandir en France? Et j'ai continué de grandir en France, oui. Et tu arrives en Guadeloupe? En 2011. Parce que des choix de vie personnels, des choix amoureux qui m'ont conduit ici. Comme mon compagnon qui avait eu une attribution de sa chaire à l'université de Saint-Claude et du coup vivre à distance comme ça faisait beaucoup et j'ai fait le choix de me rapprocher de lui. Donc je suis venue en Guadeloupe par amour? Absolument. Et toi aussi? Pas vraiment. Moi, j'étais plus dans une phase où je me posais des questions. Non, mais tu es née ici? Pas la Guadeloupe? Oui. Donc tu es arrivée par amour? Je n'avais... Ah oui, bon d'accord, oui. Par amour de ma terre aussi, c'est vrai. Non, mais par amour de tes parents. Par amour de tes parents, tu l'as manifesté. Oui. Bon, la transition n'était pas heureuse peut-être. On l'a pas comprise. Hein. Ouais, des fois, on a l'habitude, mais on va s'y faire, on va y aller. Pointe-à-Pitre? Oui, Pointe-à-Pitre. Bembridge? Non, c'était juste à côté. Là, ils ont fait un lotissement. Donc c'est la clinique Saint-Joseph. C'était la clinique Saint-Joseph. Non, l'école. T'es à l'école? Ah non, pas du tout. T'es partie en France? Je suis partie. En fait, j'ai pas mal fait d'aller-retour entre la France et la Guadeloupe depuis que je suis née. Parce que? Parce que mes parents étaient séparés aussi. Donc je venais en vacances, je venais. C'est une épidémie de parents séparés en Guadeloupe. Ouais, mais il n'y a pas qu'en Guadeloupe. Même en Afrique. Ça arrive. Hein. Ça arrive souvent et un peu trop souvent. Mais bon. Trop souvent. S'ils se séparent pour les bonnes raisons et que chacun trouve son bonheur, tant mieux. On va dire ça comme ça. Bon, c'est pour un sujet pour une autre fois. Donc voilà, je suis venue m'installer en 2016, mais je faisais l'aller-retour. Oui, en Guadeloupe. Et tes études d'art, c'est où? Donc j'ai fait mes études d'art aux Beaux-Arts au Mans et au Havre, pour 2 spécialités différentes. Lesquelles? Donc j'ai fait du design d'espace et du design graphique.
et pas Beaux-Arts, Beaux-Arts. Et pas, je voulais pas trop faire art pur. En fait. Parce que je sais pas, j'avais l'impression que j'allais m'ennuyer. C'était une impression bête puisque maintenant je suis à fond dedans. Tellement ennuyant que ça. Non, pas du tout. Je me suis dit, j'aime beaucoup, mais j'avais l'impression en fait de pouvoir toucher à d'autres choses. Et en fait, c'est ça. J'ai pas mal touché à différents médiums pendant mes études, et je me disais l'art tout seul. Je sais pas si pendant 5 ans je vais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as été, par exemple, tu allais au musée, tout ça, tu as été à Orsay. Oui, au Louvre. Tu as vu un tableau de Courbet, par exemple. Là, lui, et tu t'es dit, tiens, c'est ennuyant. Il fait les paysages de la Loire, coup de vent sur la Loire, tout ça. Tu t'es dit, pas intéressant. Tellement ennuyant que j'ai repris pas mal d'œuvres de lui, en tout cas comme référence. Donc comme quoi, finalement, c'est resté dans ma tête. Hein. Et donc quand tu finis l'école d'art, mais à un moment, tu rentres en 2016 et c'est là que tu commences à faire de l'art. Ouais. C'est intéressant, toi aussi. Absolument pas, j'ai pas du tout le même parcours. Non, mais ta pratique artistique en tant qu'artiste, elle naît en Guadeloupe. Oui, elle est née en Guadeloupe. Donc en fait, la Guadeloupe, c'est une île un peu qui vous a inspiré d'être artiste. Oui, en tout cas, je trouve que c'est une terre qui éveille beaucoup de choses. Moi, en tout cas, pour moi, je sais pas si elle a éveillé le fait que d'être artiste, mais le fait d'être moi, ça, c'est ce que j'apprécie, et du coup, je l'exprime notamment dans mon art, oui. Mais t'étais toi avant. T'es pas sûr? Une autre part de... Enfin, si, avant d'être en Guadeloupe, t'étais pas toi. C'est grâce à la non, c'est pas j'étais moi, mais c'est-à-dire, par exemple, je pense que si je dois voir mon évolution, par exemple, je trouve que j'avais beaucoup l'influence de mes parents dans mes choix, mes orientations professionnelles ou d'éducation. Or qu'en Guadeloupe, je me suis retrouvée face à moi-même, et c'est une autre appropriation de ma personne. C'est en ce sens. C'est là que je fais le distinguo. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être en Guadeloupe, tu avais une relation plus régulière avec ta mère, par exemple. Ta mère est en France, non? Oui. Et donc, tu la voyais au moins une fois par semaine, disons. Même plus, mais oui, voilà. Au moins. Voilà. Et donc, tu la voyais régulièrement. Et donc, jusqu'à la Guadeloupe, il n'y avait pas eu de séparation de corps. Ouais, c'est vrai. Mais donc, ça t'a permis de comme tu dis, de te retrouver face à toi et tout. C'est ça, parce que je l'ai vu quand j'ai fait déjà le choix d'aller à l'université d'une autre ville déjà, donc de quitter Perpignan, d'aller à Montpellier. Je voyais déjà mon émancipation. C'était toujours moi, mais autrement. Il y avait moins le chapeau, moins les influences de tout l'environnement familial. Et en Guadeloupe, encore plus, parce qu'on a encore le décalage, on a la culture, il y a tellement de choses qui font la différence que oui, ça m'a obligée à me découvrir moi autrement. Et c'est en ce sens que je dis que je suis moi autrement. Et la Guadeloupe aussi pour toi? Oui, quand même. J'avais commencé un petit peu. Parce qu'en fait, c'est ta mère en Guadeloupe, ton père est ici, c'est ça? Non, mon père. Ta mère est en France, ton père est ici. Donc ma mère n'est pas guadeloupéenne, mon père est guadeloupéen, mais c'est vrai que j'ai. Métisse aussi? Oui. Deux métisses. Ouais. Ok. Et donc elle est en France? Voilà, elle habite en France. Et donc quand tu es arrivée ici, tu étais sans mère? Voilà, j'étais avec la famille du papa, donc voilà. Ce lien-là, je l'ai gardé depuis que j'étais petite, c'est pour ça que je faisais pas mal d'allers-retours, vraiment toutes les vacances. J'ai même fait aussi ma 3e ici, donc j'ai fait quand même quelques classes. Mais en revenant ici, j'étais pas dépaysée, mais j'avais jamais vraiment habité longtemps en Guadeloupe. Donc ça a été, c'était différent. Est-ce que tu t'es posé la question une fois, je ne vais pas rentrer trop dans les détails nationalistes, tout ça, mais c'est une question que je me suis posée très très tard, parce qu'en fait, moi, ma mère est réunionnaise. D'accord. Et un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais tiens, peut-être que je ne suis pas guadeloupéen de souche. D'accord. Est-ce que toi, c'est une question que tu te poses? Je me suis pas posé. Je pense que tu ne te poses pas la question de savoir si tu es guadeloupéenne. On sait que c'est ça. On sait qu'il y a... Est-ce que, dans un sens, le fait que ta mère n'est pas guadeloupéenne, non? Non. Voilà. Est-ce que, dans un sens, ça compte ou pas? Dans le fait de t'identifier de ce pays? Oui, ça compte. Ça compte parce que je sais qu'il y a quand même des choses que je vais percevoir différemment par rapport à mon autre côté de familial. Oui, mais on peut être guadeloupéen, avoir une perception différente de la vie. Par rapport à ma famille dans laquelle j'ai été élevée aussi en France et donc avec la famille de ma mère, il y a des choses que je vais percevoir peut-être différemment que si j'étais que guadeloupéenne. Oui. Oui. Alors c'est marrant parce que donc du coup, souvent on dit par exemple, je suis à moitié noir, moitié blanc. Mais quand tu dis que guadeloupéenne, on a le sentiment, est-ce que tu as le sentiment que tu es moitié guadeloupéenne, moitié française? Est-ce que tu as l'impression d'être guadeloupéenne et française?
La différence, c'est la différence de voir la vie en termes de division, en termes d'addition. Alors moi j'ai trop d'addition, donc j'ai du mal déjà à penser en deux. Je pense en plus 3, 4, parce que ma mère elle n'est pas française. C'est ça. Elle est française africaine et a des origines polonaises juives, donc ça c'est encore un truc complexe. Et après il y a le papa qui est guadeloupéen, donc j'ai l'impression en fait plus que je me nourris de tout ça. Et je pense pas... Enfin, j'arrive pas à faire des dissociations de tout ça. Je fais une addition de tout ça, en fait. Ça. Je sais pas si je suis claire. Oui, une addition avec des sous-compartiments. Est-ce que tu englobes ou est-ce que tu embrasses avec les bras les deux en même temps? C'est pas. J'y pense beaucoup parce que dans le livre de Barack Obama, par exemple, il dit qu'il est pas à moitié blanc ni à moitié noir. Il dit qu'il est noir et blanc. Qu'il est les deux. Et moi, je pense que c'est un truc vachement important, surtout pour la Guadeloupe, de plus en plus de penser en termes d'addition. C'est-à-dire que les Guadeloupéens ou que la Guadeloupe ou que le Guadeloupéen peut être Guadeloupéen de façon différente. Oui. Qu'il ait un peu de sang blanc, africain. Il est la somme de beaucoup de... Oui, qu'il parle créole ou pas, qu'il soit né ailleurs ou qu'il vive ailleurs. Il y a plusieurs façons d'être Guadeloupéen, quoi. Vous avez fait une expo ensemble? Oui. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? C'est arrivé par une proposition déjà d'exposition à l'Arawak. Donc c'est Elisabeth Gustave qui m'a contactée, qui m'a demandé si j'étais intéressée. Forcément, oui, très intéressée. Et après forcément tout de suite, parce que j'aime bien le lieu, j'aime bien. Je sais que c'est qui donne l'opportunité de. On va l'expo un peu. Ouais, il donne l'opportunité d'exposer beaucoup de pièces, c'est propre, c'est clair, c'est blanc, même l'hôtel en lui-même il est beau. Et si les murs étaient gris, ça irait pas? Moi, ça me poserait un petit souci, ou noir, ou une autre couleur. Pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil, c'est différent, on pense l'accrochage différemment, il faut se projeter d'une autre manière, donc non, j'aime bien cette salle, je sais qu'il y a beaucoup de grands artistes qui ont exposé, donc voilà, forcément. Donc tout de suite, avec qui tu veux exposer? J'ai dit, je veux bien que ce soit une amie avec qui je sens qu'il y a quelque chose dans nos travaux qui peuvent se mêler correctement et qui peuvent apporter un plus. Donc j'ai pensé à Judith directement, en fait. Parce que tu avais fait un portrait de Judith? Ouais, aussi en plus. Qui fait donc 2 elle mètres. m'inspire. De mec qui fait près de 2 mètres? Oui, presque, ouais. Mais immense. Ouais, elle est immense. Et un t-shirt aussi. Oui, un t-shirt avec c'est l'amour. C'est une très belle œuvre d'ailleurs. Ouais. Au-delà que ce soit moi. Pourquoi tu as dit pas moi, mais la réflexion, elle est géniale. Pourquoi tu as dit oui? Moi, j'ai dit oui parce que j'aime beaucoup le travail de So. C'est une personne que j'apprécie. Et également pour certaines motivations professionnelles. La salle de l'Arawak m'intéressait aussi, ou en tout cas, je la trouve attrayante. Et c'était un petit challenge pour moi aussi de me dire je vais exposer là. Voilà. Vous avez l'air toutes les deux très très sympathiques, mais des fois j'ai l'impression que vous avez un peu mauvais caractère. On a un caractère des fort, fois. Mais pas mauvais. Il est affirmé. Je pense, ouais, voilà. C'est un caractère affirmé. Parce que dans le fond, c'est pas du tout difficile. C'est juste que, bon, après, on va être passionné dans nos échanges, on va parler d'une certaine manière, mais c'est jamais. Mais ça se voit pas maintenant. Pas encore. On y arrive. Ça dépend le propos. On va y arriver peut-être, je sais pas, ça va dépendre de toi. Mais oui, non. On est voilà, personnalité affirmée, je pense que c'est ça. Et nous ne sommes pas des personnes difficiles. Non, pas du tout. On ne sait pas encore. Non, je vous le dis. On le dit. On ne sait pas encore. Est-ce que l'exposition vernissage c'était le 8 octobre? C'est bien ça. Ouais. Pile à la limite de l'ouverture du couvre-feu. C'est ça. De 20h à 22h. Le jour même. Et même abolition des limitations de distance. 10 km. 10 km, donc c'était tout prévu. Est-ce que comment ça se passe pour vous depuis 17 mois, Covid, couvre-feu, tout ça? Compliqué. Étendu. C'est un bébé Covid? Non, c'est pas un bébé Covid, mais c'est un bébé qui a été fécondé durant la période. Attention aux raccourcis oui, non, qui peuvent prêter à confusion. Il n'a pas le Covid. La maman n'a jamais eu le Covid. Elle n'a jamais été malade, d'accord? Je tiens à le dire. Attention. Donc voilà, oui. Full disclosure. Je dirais pas non plus, mais en tout cas, le tendu, parce que bon, au niveau des activités, beaucoup de couacs, etc., où faut tout faire par rapport aux mesures sanitaires. Est-ce qu'il y a eu des moments, est-ce qu'il y a eu des moments différents quand même dans le confinement entre le début où tout était fermé, l'incertitude et tout, et après quand petit à petit on commençait un peu à s'habituer à la situation?
Ouais, et les choses se sont décantées. J'ai quand même eu l'occasion de participer à une expo avec Nicolas Labajotte, donc je me dis, il y a quand même des choses qui ont été faites. C'était un peu plus light. Voilà, mais après le reste du temps, il a surtout été occupé à créer, à produire, donc si on veut, ça n'a pas été si contraignant que ça finalement de se retrouver avec soi-même dans son atelier et faire ces choses. Moi je l'ai vécu aussi comme une période de création, mais après... Voilà, c'était mitigé. On avait des moments où on pouvait un peu profiter parce qu'on avait des horaires un peu décalés, on avait un couvre-feu qui était plus ou moins tard. Puis par moments, c'était difficile, c'était contraignant. 19h, c'est dur. Enfin bon, voilà. C'est en dents de scie, quoi. Est-ce qu'en tant qu'artiste, on a parfois la pression de devoir parler de ce qui se passe ? C'est-à-dire que, par exemple, le fait qu'on vive ce confinement qui est vraiment exceptionnel, c'est pas une blague, hein. Mais est-ce que l'artiste est obligé d'en parler ? Obligé de... Oui, mais est-ce qu'il est obligé dans le sens où il y a une sorte d'obligation impérieuse qui vient de soi, ou est-ce que c'est genre la société attend tellement que les artistes parlent ou Je trouve que les deux, j'ai l'impression que les deux, je l'ai même ressenti à un moment donné au tout début pendant le gros confinement. Il y a plein de personnes qui publiaient des photos de plein d'artistes que je connais. Ah, je bosse, écoutez, je suis enfermée, mais je bosse. Par exemple, pour moi, ça a été une période de rien. En fait, j'avais l'impression que je me questionnais tellement sur l'avenir, sur ce qu'on va devenir, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après. Est-ce qu'on va vivre toute notre vie avec ce virus ? Moi, j'ai eu une période de rien du tout. Donc, et je me sentais en me disant, mais comment ça se fait que tu ne crées pas ? Comment ça se fait que ça t'interroge pas ? Si, ça m'interroge, mais j'étais muette, quoi. J'arrivais pas à produire. Donc oui, j'ai eu ce sentiment de me dire, mais c'est pas normal, t'es une artiste, tu devrais avoir quelque chose de spontané qui vienne en réponse à ce qui se passe, et en fait, non. Ça a été un choc. J'ai eu un temps pour décanter, en fait, et j'ai commencé à créer, mais bien longtemps après le premier confinement. Donc oui, et je ressentais cette petite pression de me dire, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui t'arrive ? Donc je pense que je suis peut-être pas la seule à l'avoir vécu, mais pour moi en tout cas ça a été ça. Donc oui, il y a les deux qui oui. Est-ce qu'on peut parler de l'origine du monde ? Oui. L'origine du monde de Gustave Courbet, peint en 1966. T'as bien appris tes leçons, c'est mignon. Non, en 1800, pardon. Wow. En 1866. C'est trop mignon. Ça te fait penser. Oui, on peut parler de l'origine du monde. J'adore cet artiste. Donc c'était... L'artiste. Ah oui. J'adore les toiles de cet artiste. Quelle autre toile ? Donc j'ai beaucoup aimé Le désespoir de Gustave Courbet aussi. C'est quoi ? Moi je connais que Coup de vent sur la Seine et sur la Loire et l'origine du monde. Les autres sont un peu... L'autre c'est son autoportrait où il a une d'ailleurs j'ai fait un travail dessus, enfin en rapport à cette œuvre-là, où il s'appelle Le désespoir et il a la tête comme ça. Donc c'est un autoportrait de lui très jeune en fait. Il y a plein de personnes qui ont dit qu'il s'est beaucoup flatté sur cet autoportrait parce qu'il est très lissé et tout. Donc oui, donc c'est ces deux œuvres-là que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as l'impression d'avoir flatté Madame Tchakpa sur son portrait avec les locks tentaculaires? Alors si je parle de mon point de vue. Non, c'était donc l'origine du monde, c'est ton deuxième coup. Tellement j'aime. Pourquoi t'as pas commencé par l'origine du monde? T'as eu peur? En fait, je sais pas. C'est plus le clip en fait aussi de Gambino qui m'a parlé par rapport à cette toile parce qu'il y a un lien aussi. Mais certainement quand tu as fait ça, tu connaissais déjà l'origine. Oui, je connaissais déjà. Est-ce que tu n'osais pas? T'étais pas encore prête? J'y avais pas encore pensé. Peut-être que j'étais pas prête, mais en tout cas, c'est le clip qui m'a fait parler de ça. En tant qu'artiste. Oui. Quand tu regardes l'œuvre d'un artiste et tu vas faire une œuvre d'après un artiste. Oui. Tu peux pas ignorer. L'œuvre de cet artiste qui est la plus connue. Bah non, parce que cette œuvre est connue au-delà de lui-même. En fait, c'est le truc. C'est l'une des plus connues du monde. Avec la Joconde et les Demoiselles d'Avignon, c'est l'œuvre d'art la plus connue, quoi. Oui. Mais je ne le voyais pas comme est-ce que j'étais prête ou pas. C'est ce que je veux te dire. J'étais vraiment cette toile-là, en tout cas de Gambino et du désespoir. Là, on voit l'origine du monde. Elle est floutée. Oui, on l'a floutée. Mais à savoir que cette œuvre, quand on la regarde, elle est, parce que là, elle est floutée, donc on ne s'en rend pas compte. On imagine, mais on ne s'en rend pas compte. Mais la partie intime de cette femme est dépeinte de façon assez précise. Elle est réelle. Réel, c'est autre chose, mais c'est précis. Oui, je veux dire, précis. on voit réaliste, les lèvres. Oui, bon, il y a pas mal de pilosité, donc on voit pas forcément le détail, on voit pas le clitoris.
J'ai vérifié ce midi. Parce que je la connaissais. J'ai fait des zooms très précis. Oui, j'ai vérifié ce midi. Moi, je me rappelais effectivement de la pilosité importante, ce qui fait que de loin, on voit une partie un peu noire, quoi. Les poils sont noirs. Mais c'est quand même très précis. On voit les lèvres ont une sorte de petit écartement qui laisse suggérer, pas suggérer, qui manifeste clairement une entrée, enfin l'orifice, etc. Quoi. Et, mais dans ta version, alors d'une part, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est intéressant parce que du coup, quand je cherche sur la note officielle du tableau qui est donnée par le musée Orsay, donc c'est quand même une institution, ils disent que l'œuvre n'est pas pornographique. Au raffinement d'une gamme colorée ambrée, l'origine du monde échappe cependant au statut d'image pornographique. Mais s'il faut dire qu'elle n'est pas pornographique, tu vois ce que je veux dire? Là, Ton portrait, le portrait que tu fais de Courbet, son visage, on n'a pas besoin de dire que c'est pas pornographique, parce que la question ne se pose pas. Si là, il faut le dire, c'est qu'on n'est pas loin. Oui, il y a une limite. Il y a une limite. Des fois, ça peut être très proche. Donc là, ça a été précisé. Par exemple, en 2011, il y a un instituteur français qui a mis l'origine du monde sur Facebook et ça a été retiré et il a intenté un procès à Facebook par rapport à ça. Il a gagné? Donc, apparemment, ça a marché parce qu'on peut la publier de nouveau. Mais il y a une limite entre l'érotisme, en tout cas, et le pornographique. Je pense que là, il y a une limite parce qu'on ne voit pas l'intérieur. Enfin, je pense, pour moi. Et il y a aussi la couleur. On voit quand même beaucoup. On voit pas. Non, mais on connaît le sexe de la femme. Ça aurait pu être beaucoup plus. On aurait pu déjà voir le clitoris qui dépasse. Non, d'accord, mais enfin, je veux dire, dans la pornographie, il n'y a pas que ça. Et puis, il n'y a pas que le sexe, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on voit la femme. La femme est là, son corps est là, ses jambes sont là, elles sont écartées, son ventre est là. Oui. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Enfin, bref, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que quand même, c'est une image qui est vraiment à la limite et qui, par conséquent, de ce fait, crée une tension encore plus importante captivant. Au niveau, c'est encore plus captivant et du coup ramène un peu à une sorte de voyeurisme. Parce qu'en fait, si on ramène la question tellement au regard, c'est-à-dire à celui qui regarde, c'est donc il y a une sorte d'intention. Est-ce qu'on regarde parce qu'on a envie de voir? Est-ce qu'on regarde parce qu'on est voyeur? Est-ce qu'on regarde parce qu'on admire la femme? Est-ce qu'on a, nous, une projection pornographique dans notre regard? D'autant plus que l'article d'après sur Google... C'est bien parce que ça questionne un peu l'imaginaire de chacun et ça questionne aussi ce rapport au pornographique, à l'érotisme de chacun. J'ai eu des réactions diverses et variées, que ce soit au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Mais là, on n'est pas encore sur ton cas. Oui, mais même pour celle-ci, il y a cette dimension personnelle. Il y en a qui sont choqués, qui ferment les yeux, qui partent. Il y en a qui vont regarder. Donc c'est aussi personnel aussi. Oui, mais tout est personnel, mais ça suffit pas. Ça suffit pas? Mais non. Ah d'accord. Ah ben non. Ah d'accord. Ben non. Donc sinon, ça veut dire c'est pas la peine de parler. Non, d'accord. Il n'y a pas de débat, quoi. Mais oui. Donc, parce que ce qui est intéressant, c'est que du coup, le prochain article, c'est on sait enfin qui est le modèle de l'origine du monde. Est-ce que c'est important, Judith, de savoir qui est le modèle? Par exemple, on voit pas la tête de ton modèle. Non, on voit pas bien. On voit pas bien, oui, c'est vrai. Ouais. Qui est le modèle parfois, de l'origine? C'est quoi ton C'est Constance. Ah, l'origine de la décence? Oui, qui est le modèle de l'origine de la décence? Je pense que il va falloir le trouver et ça va peut-être mettre des années. Alors là, je sais pas. Est-ce que c'est important pour toi de le savoir? Parfois, ça peut l'être. Dans le cas de ta copine qui a fait... Dans le cas du travail de Swag et Sierra Potter, je trouve que l'origine de la décence, je me pose pas la question de qui est le modèle. Contrairement à tous les autres portraits qu'elle a pu faire. Est-ce que quelqu'un qui se pose la question et qui cherche à savoir, est-ce que tu trouverais ça indécent? Du tout.
Mais je pense que ça serait pas pertinent. C'est-à-dire quand tu vois cette œuvre, au premier abord, c'est pas la question du modèle qui t'interpelle en fait, à mon sens. Donc, mais ça serait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que c'est quand même pas anodin que le deuxième article, c'est France Bleu, c'est quand même une radio importante. C'est ça, c'est la question de savoir, mais qui est le modèle. Donc pour toi, ça serait pas indécent de vouloir savoir qui est le modèle? Non, c'est pas indécent. C'est pas indécent de vouloir le savoir. Et si je dois le rapporter. Donc si on sait, par exemple, dit c'est ta cousine. Oui. So what? So nothing, because elle a le droit d'avoir un vagin et de l'exposer, par exemple. Donc elle partagerait son origine, ou en tout cas celle des autres. Enfin, voilà. Donc moi, parce que tu floutes le visage en fait dans ton truc. J'ai pas flouté le visage. Enfin, on le voit pas. On le voit pas. J'ai masqué par un maquillage. Tu as pu couper. Ouais. J'ai voulu laisser intentionnellement justement. Parce que j'avais envie qu'on ait ce rapport avec. Je fais un espèce de lien en fait avec cette version qui est la mienne de 2021 où j'ai envie de dire des choses qui ont un rapport avec. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le fait de s'exposer et de parler de sa nudité, ou en tout cas d'exposer ses parties intimes. Là, en fait, si on regarde bien, c'est un selfie. Ça a été pris par le bas. Donc elle s'est prise en photo seule. Voilà. Donc elle s'est prise en photo seule. Voilà. Non, mais c'est pas un autoportrait de l'artiste, je veux dire. Non. Donc elle s'est prise en photo seule. Donc ça pose aussi la question de voilà. Donc c'est pas toi qui as pris la photo. La contemporanéité. D'accord. Et je vois pas, on s'en fiche de qui. Voilà, le modèle. Ah ben non, on s'en fiche pas. Pour toi, c'est important. Pour tout le monde. Moi, la plupart des gens, en tout cas, qui l'ont vu, on a parlé, discuté longuement, mais on m'a pas demandé qui c'était. Mais pas parce qu'ils n'ont pas demandé que c'est pas important. C'est important de savoir qui a pris la photo. Pour toi. Pour tout le monde. Pour qu'on sache. Ben... tu es le premier qui me pose cette question. Mais c'est pas parce que. Non, mais c'est pas parce que. Non, mais c'est pas parce que. En même temps. C'est pas parce que quelqu'un. Pas parce qu'on t'a pas posé la question que la question n'est pas importante. Il y a plein de questions qui sont importantes qui ne sont pas posées. Mais c'est quand dans n'importe quelle œuvre d'art, on veut savoir ou pas, mais enfin, qui a pris la photo, c'est un élément important. Même si on ne sait pas qui prend la photo. Mais le fait qu'on ne sache pas, par exemple, que ce soit quelqu'un d'anonyme, ça certainement fait partie aussi de la photo. Parce qu'en fait, en art, si tu veux, pour moi, l'artiste doit prendre la responsabilité de chaque centimètre carré de l'image, de l'intention, de l'histoire, des choix, quoi. Oui. Tu vois, toi, dans ton travail, parce que tu es qui tu es, ça on pourra voir ça après, tu choisis d'utiliser Courbet, d'utiliser les photos des autres, etc. Ça aussi, c'est constituant de ton travail. C'est-à-dire que tu estimes, en tant qu'artiste, que tu n'as pas besoin d'avoir pris la photo toi-même pour que ça soit ton œuvre d'art. Mais c'est une question qui peut se poser. C'est une question, par exemple, de copyright, de réalité, ou même de partage. Quelqu'un qui aurait posé pour moi, ou qui m'aurait envoyé la photo, enfin, qui m'aura envoyé la photo, ou quelqu'un avec qui j'aurais échangé, ou quoi. Oui, donc ce sont des considérations qui sont quand même importantes. Mais pour revenir, est-ce que ton origine, j'ai encore oublié le nom. De la décence. De la décence. Pourquoi tu as besoin de changer le titre ? Alors j'ai voulu faire un clin d'œil à l'artiste, donc forcément l'origine. C'est pas un clin d'œil. Voilà, pour mettre sur la piste de ceux qui connaissent pas cette œuvre-là. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as juste gardé le même titre? Parce que je pars du principe que c'est ma démarche à moi et je me sers de cette base pour dire aussi d'autres choses qui me concernent ou en tout cas. Est-ce que tu penses qui me parlent et donc du coup j'avais envie d'y mettre ma deuxième partie de titre qui est pour moi intéressante et importante. Est-ce que tu es une artiste conceptuelle? Je ne sais pas si je suis une artiste conceptuelle. Dans un sens, parce que la pose, c'est pas toi, puisque clairement, tu la prends de Courbet. Ouais. Tu prends pas la photo non plus. Non. Puisque c'est le modèle qui prend la photo. Donc tu prends la photo, tu prends la pose d'autres personnes que tu t'appropries. Et c'est peut-être moi qui ai donné des directives aussi à la personne qui a fait la photo, ça on ne sait pas. Tout ça c'est ma cuisine, donc je ne sais pas si je suis une artiste conceptuelle. Non mais donc du coup qu'est-ce qui reste? J'ai peut-être drivé aussi cette personne-là qui a fait la photo. Voilà. Ah, ça, donc qu'est-ce qui reste? Ça j'ai pas forcément envie de le dire par exemple.
Donc ce qui reste, c'est que j'ai décidé donc de ce point de vue, j'ai décidé de mettre des piercings. J'ai décidé que j'allais continuer que j'allais prendre cette pose là en selfie et lui dire voilà tu fais comme ça. Donc il y a toute une démarche donc aussi derrière. Tu as décidé. Oui. Et tu as décidé. C'est pas juste une photo que j'ai prise sur internet ou que j'ai captée sur un site pornographique. Non, tu me coupes depuis tout à l'heure, il y a des choses que je veux dire. Non, mais je te laisse dire. Oui. Donc tu dis que tu as décidé. Oui. Après tu as décidé. Oui. Après tu as décidé. Oui. Après tu as décidé. Et ensuite donc tu diriges. Ouais, je dirige et je crée aussi. Puisque pour en arriver là, il y a toute une phase de dessin aussi. Donc, sur ordinateur. Voilà. Oui, de numérique, donc voilà. Tablette ou juste ordi? Tablette, avec stylet. Comme ça? Voilà. iPad ou PC? Non, ordinateur. Oui, mais avec ta tablette, tu dis tablette PC? Illustrator, ordinateur, tablette. Tablette, mais PC? Ta PC. Tablette? Mac, oui, Mac. Oui, PC. Excuse-moi, oui. D'accord. Et ton origine du monde, elle est noire ou blanche? Justement, on ne sait pas trop. Tu veux pas dire? Pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais ne pas dire, c'est aussi une position, quoi. Ouais, parce que j'ai envie qu'on se concentre sur autre chose. Donc forcément, j'ai fait exprès, donc dans ma démarche, qu'on se pose la question de savoir, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui est métissé, qui est blanc, on ne sait pas trop. Il y a des nuances de rose, des nuances de marron, il y a plusieurs couleurs. Donc c'est pas, en fait, c'était pas le sujet de mon propos, donc j'avais pas envie de le défendre ou de le positionner quelque part en particulier en fait, parce que mon échelle elle était ailleurs et je savais que si je mettais cette couleur, ça allait tout de suite rentrer dans d'autres choses qui allaient faire dériver ce que j'avais envie qu'on voit en premier en fait. C'est marrant parce qu'on a eu Amandine Huger. Ouais. Et elle dit qu'elle peint les gens en bleu pour qu'ils soient ni noirs ni blancs. Et moi, quand je fais mes grandes têtes qui rient, pendant un moment, je les ai fait sans nez. Ouais. Comme ça, ils pouvaient être ni noirs ni blancs. Ouais, on se pose la question. Les yeux bleus. Mais je suis pas sûr que ça soit vrai. D'accord. Ouais. Pour toi? Oui. Ah, pas pour moi, pour toi. Pour nous tous. Pour moi, mais pour moi, toi, je sais pour en tout Amandine. cas. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Est-ce qu'il y a une partie qui nous échappe de l'art? Il peut y avoir plein de choses qui nous échappent, mais en tout cas, au moment précis où je fais ce choix, dans ma tête, je sais pourquoi je le fais. Quand même. Oui, mais tu essayes de m'amener quelque part. Non, mais tu dis je sais pourquoi, mais je dis pas. C'est bien une fois. Tu me dis qu'il y a toujours des choses, il y a toujours des choses qui nous échappent. J'ai pas dit toujours, j'ai dit des fois. Il y a toujours une part qui n'est d'accord. Ok, mais si on en arrive là, on questionne tout. Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je sais à quel moment j'ai fait ça. Je sais pourquoi la couleur de peau, le spectre de la couleur de peau me posait un problème qui fait que je ne voulais pas rentrer là-dedans. Exactement. Donc j'avais pas envie de rentrer dans ce questionnement-là. J'avais pas non plus envie de raciser entre guillemets l'origine de la décence. Ça m'intéressait pas en fait. J'étais vraiment focus sur autre chose. Ça te posait un problème? Non, pas du tout. C'est même pas que ça me posait un problème. Mais tu dis que ça te pose un problème? Non, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas en fait de rentrer dedans. Un problème. Je ne voulais pas rentrer dedans. Je ne voulais pas. Ça m'intéressait pas. Parce que après, moi, je fais des portraits où il y a des gens de couleur ou pas. Donc j'arrive à le faire. C'est pas comme si j'étais une artiste qui le faisait pas. Donc là, pour celui-ci précisément, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je trouvais pas ça pertinent en fait de rentrer dans cette dimension de couleur de peau ou pas. Après, voilà. Mais c'est pertinent quand même. C'est quand même pertinent. Si tu fais, par exemple, Courbet. Oui. Artiste blanc par excellence. Oui. L'origine du monde, c'est une blanche. Oui. Et toi, tu viens, si tu l'avais fait noir, si tu avais fait une fille noire, ça ajouterait du sens. On ne peut pas enlever les gens, enfin on ne peut pas enlever le fait de ce que les gens sont, si tu veux. Oui. Donc, c'est pas pertinent. C'est pertinent. Toi, tu choisis de pas le faire. Bon, ça, c'est ton choix, tu vois. Mais ça pourrait l'être, disons. Ah, je dis pas que ça pourrait ne pas l'être. Mais je parle vraiment de moi dans ma condition. D'autant plus que cette personne qui existe, qui a fait cette photo, elle est noire ou blanche, ou chabine, ou quel que soit. Elle est quelque chose. Oui, c'est sûr. Elle est pas transparente. C'est un être humain, c'est sûr.
Non, je ris. Mais pour avoir vu l'œuvre, en fait, moi, je me serais pas autant attachée en fait au travail de Courbet. J'entends tout ce qu'on dit. Toi, tu es dans le camp de Sceaux, c'est pas la peine. Mais moi, je m'exprime aussi, même en étant dans son camp, et là, sans être partisane. Si Sceaux dit oui, elle est noire, tu vas dire oui, elle est noire. Si Sceaux dit c'est pas important, tu vas dire non, c'est pas important. Mais de toutes les façons, si Sceaux dit que c'est pas important, c'est elle l'artiste. C'est que c'est pas important. Mais moi, je respecte ce qu'elle dit. Donc il y a pas de problème. C'est-à-dire que même moi, face à l'œuvre, je me suis pas posé la question de la couleur parce qu'elle a des codes et certaines choses qu'elle a apportées à cette œuvre-là qui, pour moi, sont intéressants et qui parlent de notre modernité ou de notre contemporanéité. Voilà, t'as compris. Oui. Donc moderne. Et moi, je trouve que ces aspects-là sont beaucoup plus interpellants que le fait de parler donc de race ou de couleur ou de carnation, en fait, parce que du coup, on est quand même, on a quand même pas mal évolué en tant qu'humain. Enfin, moi, oui. Moi, en tant qu'humain, je m'estime évoluer. Je continue du coup à travailler à mon évolution. Non, mais par exemple, quand je vois un Texan blanc à cheval en train de courir après les migrants haïtiens noirs, ouais, la question de la carnation se pose pour moi. Mais en dehors de ça... On ne dit pas qu'elle se pose pas après, non, elle se pose pour d'autres choses, hein. Mais peut-être. Mais là, sur cette œuvre-là, c'était pas là. Mais l'artiste est pas détaché du reste du monde. J'ai pas dit que j'étais détachée du reste du monde, mais à ce moment-là. Mais là, pour parler dans ce cas précis, pour moi, à ce moment précis-là, de ce que je voulais dire, j'étais pas du tout. J'étais pas là. Non, tu vois ce que je veux te dire? J'entends. Mais je me suis aussi posé cette question-là, faut pas croire, forcément. Donc, du coup, on sait pas qui c'est? Non. On ne sait pas si elle est noire ou blanche. Non. Et on ne connaît pas son visage. Elle n'a pas de visage. Elle a un visage qui est caché. Pas sur ta photo. Qui est caché. Voilà. On voit quand même un œil, on voit une bouche. Oui, mais enfin, elle n'a pas de visage reconnaissable. Je veux dire, donc reconnaissable, non, mais elle a un visage. Et en face, tu as quelqu'un qui fait des masques. Mais la transition... Mais là, allons-y. Oui, en face, t'as quelqu'un qui fait des masques. Ok. Mais pour moi, c'est important parce que si tu veux, quelque part, pour deux raisons. Oui. La première, c'est que... Non, mais t'es fort, je m'y attendais pas. La première, c'est que... Parce que... Non, mais en dehors de la pirouette. Oui. Ça fait un peu pirouette, machin, transition, tu vois. Mais en dehors de la pirouette, la question de la femme noire sans visage, c'est une question importante. Les nannies, enfin les nannies, les machins, les femmes de ménage, même dans les films de Hollywood, etc. Tu vois, c'est une question quand même. Oui, c'est important, tu vois, c'est un questionnement. Et la question du masque, certainement en Guadeloupe, que ce soit le masque du carnaval ou le masque social, ou le fait de ne pas vouloir dire certaines choses, c'est aussi... pas se cacher, mais dans un sens créer une sorte de distance, créer une comment on dit ça, avoir une sorte de pudeur quelque part, tu vois. Et les masques. Je sais pas si c'est une question d'avoir, enfin je sais pas s'il y a un lien avec la pudeur. Enfin, je sais pas. Moi je pense parce que regarde, même dans l'histoire de Courbet, tu vois. Apparemment, il a fait le tableau entier et il a découpé après. Il a séparé le sexe du visage. Mais ça, je trouve ça dingue parce que c'était quand même une commande privée. Oui, mais quel que soit. Non, mais quel que soit. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un problème de pudeur. Par exemple, on peut pas mettre ce tableau sur l'écran. Là, on a dû le flouter. On a dû le flouter, hein. Il y a même si sur Facebook il a accepté, mais ça a été une histoire. Au musée d'Orsay, la note de d'Orsay précise que maintenant qu'elle n'est plus sous cache. Ouais. Donc la pudeur se pose. Est-ce que tes masques parlent de ça? Non. Est-ce que tes masques, quand que tu mets en vie et que tu nous donnes à voir par des spectacles, des performances, hommes ou femmes, ou des photos, ces personnes, après, elles sont relativement dénudées, à la limite de la pudeur, c'est-à-dire que, par exemple, pour la performance, ton acteur, il n'était pas nu, mais enfin, il était torse nu. Il n'était pas mis à nu, mais il était dénudé, je veux dire, il était torse nu. Voilà. Tes photos avec... soit toi, soit tes modèles,
sur la plage ou dans la nature ou quoi, ce sont des photos où il y a une proportion de, pas de nudité, mais enfin de peau. De peau. Ouais. En fait, est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Qu'est-ce qui se passe avec entre le visage et le corps? Déjà, moi j'aborde le corps à ces moments-là en fait comme étant juste un véhicule, c'est-à-dire une passerelle, un médium. Pas au sens du corps simple comme on pourrait le dire, ah ben tiens là ma poitrine est dehors donc du coup il y a une vision pornographique ou érotique. Moi c'est quelque chose que j'essaie d'effacer, de gommer, et puis peut-être aussi c'est aussi un rappel de la partie animée de l'humain, donc la partie animale si je puis dire, donc de ramener à ce côté peau ou naturel tout simplement sans le sexualiser. Donc même combien de fois le corps ou la peau est très apparente, ma vision ou le travail que je veux faire n'est pas en lien avec la question de l'érotisme, de la sexualité ou encore voilà, de la nudité. C'est vraiment pas mon aspect parce que les masques sont construits déjà dans un sens de cérémonie, de rituel et de réellement de référence aux pratiques africaines. Oui, alors justement, parce que c'est intéressant, parce que nous on a le carnaval, mais qui a peu de masques, à vrai dire. On a un peu, mais très peu, par rapport à la culture et à l'abondance des différents masques de l'ensemble du continent africain. Mais en même temps, c'est en arrivant ici que tu commences à faire ces masques. Oui, c'est en arrivant ici qu'il s'éveille en moi. Mais après, ça, c'est lié aussi à mon cheminement personnel et même spirituel. Et c'est ce que j'allais rajouter, c'est qu'en fait, dans la dimension du masque, comme nous le pratiquons en Afrique, il est attaché à des préceptes, je dirais, religieux ou spirituels. Donc le masque ne sort pas dans un esprit de folklore, sinon avec des valeurs bien strictes selon les familles ou selon la communauté. Et donc tes masques dans tout ça? Dans mes masques, c'est ce que je voudrais à nouveau faire, donc respecter ce sens sacré, ce sens de rituel, parce que ce qui me plaît ou ce qui m'intéresse, c'est le rapport entre l'homme et le divin. Donc comment est-ce qu'on manifeste en fait notre part divine, et j'utilise du coup le masque comme vecteur de cette transmission. C'est pourquoi même dans les choix des modèles ou des interprètes ou performeurs, oui, effectivement, je vais choisir le performeur par rapport à sa qualité, à sa compétence, à sa maîtrise, à sa pratique. Mais limite, en fait, je voudrais qu'il soit effacé pour pouvoir incarner le masque. Donc, cette part du divin, cet esprit qui va être du coup partagé et véhiculé. Est-ce que les masques que tu fais, est-ce que du coup, ça t'a permis d'aller chercher plus loin dans les masques de chez toi, quoi? Absolument, ça m'a fait aller plus loin dans les différentes cosmogonies ou différents peuples. Mais c'est un travail qui continue, disons. Oui, il ne s'arrête pas, et en fait, plus j'en découvre... Non, mais je veux dire de la relation entre ta pratique et l'apprentissage que tu peux faire de ta propre culture. Oui, dans des sortes d'aller-retour comme ça, entre parce ce que tu fais, ce que tu cherches, ce que tu vas mettre, ce que tu vas reprendre, etc. Totalement, parce que même de mon enfance, j'avais pas autant de souvenirs. Limite, en fait, si je peux dire quelque chose, pourquoi est-ce que peut-être même le territoire Guadeloupe, le fait qu'ils vivent le carnaval comme ils le font, a peut-être éveillé cette curiosité en moi de me dire, tiens, allons plus loin, parce que parfois ici se revendique aussi une origine afrodescendante, donc d'où les liens et les références à ces masques. Sauf que lorsque j'apprends davantage sur ma culture, sur les pratiques et l'existence de cette richesse ou de ces masques, ça n'a rien à voir avec ce qu'on en fait ici, par exemple. Ici, c'est totalement du folklore. Après, oui, j'ai déjà rencontré des groupes qui respectent la... Est-ce que tu as l'impression qu'on a perdu ça? Est-ce que tu penses que ça n'a jamais existé? Est-ce que tu penses que c'est bien qu'on l'ait perdu parce qu'au bout du compte, on est un autre peuple? Je ne sais pas si vous l'avez perdu, mais je pense que oui, il s'est peut-être dissolu. C'est ce que je vais dire, parce que dans certains groupes, je sais qu'ils ont cette sensibilité spirituelle et ils y prêtent attention et l'honorent. C'est des groupes à peau. Voilà, oui, il y a certains groupes à peau. Après, on ne contrôle pas pour toute la population. Je ne pourrais pas dire qu'ils l'ont perdu. Par contre, oui, je suis contente qu'il est approprié. Qu'il est intégré dans leur propre culture. Et qu'il soit... que l'usage soit le sien propre, disons. Moi, je pense que là, donc, tu vois vraiment le peuple guadeloupéen comme un peuple distinct du peuple africain. Oui, moi, je le vois distinct.
Je vois distinct, c'est-à-dire c'est une émanation de l'Africain, mais ce n'est pas l'Africain. Parfois je dis ça et ça heurte les personnes lorsque je leur dis que les Guadeloupéens ne sont pas africains. C'est pas un rejet, c'est pas du déni, mais en fait, nous, moi-même africaine, parfois il m'arrive de me distinguer, par exemple, d'un Gabonais, d'un Camerounais, parce qu'en fait, ou comme je le disais tout à l'heure, ma mère est Yakoma, mon père est Banda, tous du territoire Centrafrique, mais ils n'ont pas le même patois, par exemple, donc c'est pas la même langue qui est parlée, ils n'ont pas la même culture, par exemple, les Banda pratiquent l'excision, les Yakoma pas du tout. Et tout ça en fait a une influence sur la personne. Donc du coup, je pense pas que ce soit juste parce que nous soyons noirs ou avoir une carnation foncée permet de s'identifier en tant que noir. C'est sûr, il y a un découlement, il y a une émanation, mais ça c'est l'histoire de l'humanité. Et je pense pas que les Guadeloupéens soient africains, mais je pense qu'ils sont Guadeloupéens. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que j'ai inclus la part indienne, la part occidentale. Et ça je trouve que ce brassage culturel est riche et ça les rend beaux et ils devraient le porter encore plus que de se dire non mais en fait je suis africain mais non mais enfin voilà. Est-ce que la performance avec le modèle, est-ce que c'était la première fois que tu faisais un modèle homme? Oui, la performance c'était avec parce que les autres photos étaient plutôt des femmes. Oui, souvent je travaille sur des stéréotypes ou des figures féminines, mais je pense que ça c'est parce que j'ai aussi mes propres interrogations et c'est facile pour moi de m'interroger au féminin parce que je suis femme. Et effectivement, dans mon évolution, je me suis dit à un moment donné, oui, j'aimerais bien rencontrer un masculin, révéler cette part du divin masculin en l'occurrence. Et il s'est avéré que la personne de Jordi Zodidat Alexis a fait l'affaire, on va dire, ou en tout cas, il a bien accepté de servir. Est-ce que il y a autre chose à dire de ça ou pas? Des photos. Pardon? Est-ce qu'il y a autre chose à dire de ça, de ce changement de la femme à l'homme? Est-ce qu'il y a plus ou pas? Je veux dire, est-ce que c'est juste bon, je travaille avec les hommes et les femmes, ou est-ce qu'à un moment il y a eu une sorte de je pense qu'il y a est-ce qu'il y a des masques, par exemple, qui sont plus masculins que féminins? Oui, il y a des masques qui sont plus masculins que féminins parce que je les ai pensés vraiment d'être incarnés par une femme. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de masques en particulier? J'aime tous les masques, ils ont tous une histoire particulière. Pourquoi ils sont passés, et à quel moment ils sont passés de la 3 dimensions à la 2 dimensions? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'en fait, juste pour, je ne sais pas si tout le monde connaît ton travail, mais en fait, on te connaît beaucoup pour des choses en 3 dimensions qui sont portées, souvent, soit pour des soirées, soit pour des choses un peu, pas portables, mais à porter, quoi, disons. Pas forcément qu'on va descendre en ville avec. Mais il y avait aussi avec des Vim, pièces... on a défilé dans la rue. Hein. Non, mais je veux dire, J'entends, c'est course, quoi. Mais il y avait pas mal de choses dans l'expo, il y a des travaux nouveaux qui d'un coup te font sortir de ma zone de confort 3D. Oui. Eh bien, est-ce que 3 dimensions, c'est peut-être plus une zone de confort pour toi, parce que justement, tu viens en fait d'une pratique qui est une pratique plutôt manuelle, de choses qu'on porte, de bijoux, par exemple les boucles d'oreilles que tu as, ce sont des choses que tu fais, créations, bien sûr. Des créations de costumes, et donc ta perception jusqu'à présent, ta projection créatrice, c'était plutôt une projection en 3 dimensions autour du corps de la femme, quoi. Mais aussi en tant que créatrice, soit de mode ou de costume, ton sujet était plutôt les femmes. Je veux dire, tu faisais très peu de choses pour les hommes aussi, à la base. C'est très vrai. Ça peut être aussi pour ça que, naturellement, tes photos les modèles étaient féminins. Ouais, comme je disais, en fait, ça m'est plus facile de m'intéresser ou de répondre au féminin parce que je suis moi-même femme. Donc c'est vrai que pour répondre ou apporter quelque chose au masculin, ça me prend plus de temps parce qu'il me faut décortiquer, il me faut observer, il me faut savoir. Or que chez la femme, je dis pas que toutes les femmes sont pareilles, mais je pense que j'ai quand même certains mécanismes de réflexion ou de faire qui sont féminins. Et le 3D vers le mur. Et vers le mur, en fait, ça c'est un nouveau challenge parce que je me posais la question, je pense que au-delà de dire que je suis influencée, mais je pense que dans mon environnement, les autres artistes que je côtoie, en fait, font beaucoup de l'art plastique et simplement posé au mur. Et moi, dans ma réflexion aussi, je me suis dit, mais est-ce que j'en étais capable? Parce que du coup, j'aimerais prendre place autrement, en fait, dans l'environnement. Est-ce que tu as l'impression que si c'est au mur, c'est plus de l'art?
Là maintenant je dirais non. Si j'en vois les critiques que j'ai reçues par exemple, positives ou négatives, hein, je pense pas. Mais c'est un essai que je voulais moi faire et aujourd'hui par exemple il est plus ou moins assouvi parce que je sais ce que c'est. Après je peux revenir à mon espace 3D aussi et puis là pareil j'ai choisi aussi d'associer, j'ai pas retiré la 3D pour juste faire que des œuvres 2D. Donc pour moi, c'est encore une autre continuité, une autre émanation ou une autre maîtrise de mon travail. Je pense que voilà, c'est juste ça, savoir si je pouvais le manier autrement. Est-ce que l'art est plus en 3D qu'en 2D? Pas du tout. Aucune importance. Alors là, aucune importance, c'est ce qu'on en fait. Est-ce que le madras... Est-ce qu'on peut parler du madras? Bien sûr. Moi, le madras, il m'a beaucoup intéressée. Dans ton travail? Oui, dans mon travail. Alors, je l'utilise très peu en tant que tissu, oui, mais par contre, dans le tissage, oui, j'ai présenté une pièce qui s'appelle Matrice. Deux, il y en a une, c'est Lignage, mais l'autre est moins une référence au madras, sinon à l'ascendance, au lien, etc. Non, moi, j'en ai vu 2. Je vois pourquoi tu en vois 2, mais il y en a une spécifiquement où je fais une référence effectivement au madras parce que pour moi, voilà, les tissus sont des liens, des fils et tous ces assemblages de culture que nous avons. Et c'est ce que j'ai aussi voulu dire, en tout cas à travers le madras, parce que ça raconte aussi l'histoire de la Guadeloupe, comment c'est arrivé. Et si on s'intéresse aussi au madras, on voit qu'en fait, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire de la matière première. Aujourd'hui, c'est devenu du coton qui est enfin voilà, alors qu'auparavant, c'était réellement une activité. Une fabrique qui était totalement artisanale. Donc rien que ça... À quel moment? Parce que moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est le processus. Parce que être africaine, tes boucles d'oreilles, par exemple, c'est ce qu'on appelle du wax. Oui. Hein, l'imprimé, je veux dire. Totalement. On imagine, donc tout de suite, on fait le rapprochement entre le wax et l'Afrique. Certains font ce raccourci, ouais. Mais c'est pas un mot raccourci, je veux dire. Bon, oui. Pour parler vite, on peut toujours disserter, mais à quel moment, si tu veux, tu es passé du wax au madras? Parce que même tes pièces, il y a de la laine, tout ça, mais il y a aussi beaucoup de tissus africains dans les pièces que tu fais depuis toujours, quoi, disons. Totalement. À quel moment, est-ce qu'il y a un moment particulier où c'est juste venu, tu sais pas, ça t'a fait que t'en rendre compte? Est-ce qu'il y a un moment où tu as pensé au madras? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà eu pensé au madras parce que dans mon activité de stylisme, j'ai des demandes avec du madras, donc je réponds à des commandes spécifiques. C'est vrai que mon attrait premier va à des imprimés ou des tissus plus ethniques, donc notamment africains ou du wax comme tu disais. Et c'est quelque chose que j'ai pas réellement exploré davantage, c'est-à-dire en termes de tissu, parce que je pense que je dois encore apprendre à le connaître. Je me dis pas guadeloupéenne, donc du coup j'ai pas la même sensibilité parce que je vois une personne qui va me parler du madras et waouh. Et parfois les madras que moi je vais voir, c'est des pièces particulières, le toucher, j'ai une sensibilité autre. Donc du coup je suis pas encore allée en profondeur avec ce tissu en lui-même. Et du coup, là, il m'est venu dans cette réflexion, je pense que parce que je pensais à la question des influences culturelles, des origines. Et notre exposition, en l'occurrence, Hybride a amené cette réflexion-là parce qu'on s'est positionné aussi sur nos cultures diverses, nos identités, et nos origines aussi diverses. Et ça m'a fait avoir cette réflexion. Il y a un jeune designer, j'oublie son nom, qui critiquait justement l'usage du wax. Tu vois de quoi je parle ou pas? Oui. En disant non, que finalement c'est fait par Visco. Absolument. Finalement l'argent du wax part en Hollande, que c'est pas vraiment africain. Totalement. Que c'est fait et contrôlé par la Hollande. Oui. On a tous entendu parler de... Et donc, il disait que... je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas tout à fait sûr, mais ça donnait le sentiment comme si il appelait au boycott du wax ou des imprimés wax par l'Afrique ou par les Africains. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faudrait boycotter la Hollande ou qu'est-ce qui se passe? Boycotter la Hollande, j'irai pas jusque-là. Par contre, ce qui dénonce, pour moi, est une vérité. C'est-à-dire que, par exemple, ce que tu as dit tout à l'heure, où on n'allait pas rentrer dans les détails, mais de faire ce raccourci, ramener le wax à l'Afrique, est trop vite raccourci. Parce que si on doit parler en termes d'économie, par exemple, ça rapporte pas plus à l'Afrique, sinon à la Hollande, en l'occurrence. Ce qui est intéressant
avec le wax, c'est qu'en fait, tout ce qui y figure, par exemple, sont des images, sont des sources, des traces de l'Africain en l'occurrence. Par exemple, le motif, ce sont des représentations de scènes de vie, des représentations de paysages, de différentes choses qui ont un sens et qui du coup parle à l'Africain. Donc du coup il veut se l'approprier, mais en fait économiquement ça lui apporte pas. J'ai envie de vous dire que on sait pas bien. On le sait très bien parce que... Est-ce qu'une autre façon de voir les choses, c'est de dire que finalement l'Afrique emploie la Hollande? Non, du tout, parce qu'il n'y a pas d'usine de fabrication de wax en Afrique, par exemple. Il n'y a aucun pays, alors que... Si l'Afrique arrête d'acheter du wax à la Hollande, elle produirait son propre tissu. Le Burkina Faso a le Dan Faso, mais du coup, on a du batik, on a du bazin. Oui, non, chaque espace a sa spécialité. Mais c'est pas ma question. Pardon. Non, mais c'est pour dire qu'il y a des savoir-faire réels. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas ma question. Ma question, c'est pas ça. C'est-à-dire en termes d'échange. Tu vois, c'est-à-dire que la personne qui reçoit l'argent obéit à la personne qui paye. Oui, j'entends. Enfin, jusque-là, donc, dans un sens, si tu veux, la Hollande travaille pour l'Afrique. Oui, dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, dans une certaine mesure, une façon de voir les choses de telle sorte, est-ce que c'est pas aussi une façon de voir les choses? C'est-à-dire que d'un coup, économiquement parlant, comme ils gagnent pas forcément. Oui. Est-ce que je sais pas même, si c'est... même rien non, du tout. Ça c'est autre chose. Mais je dis pas qu'il faut pas. Mais moi j'aime bien regarder les choses d'un côté où on regarde pas des fois. Oui. Tu vois. Et une autre façon de voir les choses, c'est que moi je me dis qu'il y a des milliers de gens qui travaillent pour Visco et d'autres, d'autres tissus ou d'autres manufactures hollandaises, ou qui chinoises, produisent du wax. Et ces gens, ils se réveillent le matin pour aller travailler pour les Africains. Oui. L'argent. Je ne sais pas si on doit le dire réellement comme ça. Puisque c'est les Africains qui les payent. Parce qu'ils le vendent aux Africains. Non, mais pas pour dans le sens pour la grandeur de l'Afrique, mais pour l'Africain dans le sens c'est lui qui va le payer. C'est l'Africain qui achète. Qui a le pouvoir. C'est lui qui achète le tissu et c'est lui qui va le payer. Demain, si l'Afrique décide on n'achète plus de tissu à Visco, ce gars il est au chômage. On dit hard power, soft power. Parfois, c'est une sorte de soft power. De dire aussi, c'est aussi un levier, quoi, dans une certaine mesure. C'est un levier, mais je pense que ce serait beaucoup. Tu dis que ça vaut pas la peine. Pour moi, en fait, ce serait comme effectivement, il y a déjà plein de tissus qui existent en Afrique et ils font déjà leurs tissus. Si tout cet argent-là était investi dans des usines locales où chaque pays aurait ses manufactures, parce que chaque pays, chaque ethnie a son tissu, mais ce serait waouh, ce serait dingue. En termes de compétition, même avec l'international, ça serait même de développement, ça serait autre chose. Oui. Ou ils peuvent se décider de créer des satellites plutôt qui rapporteraient plus d'argent et laisser la Hollande fabriquer leur tissu pour eux. Non, parce que pour moi, c'est une richesse qu'ils ont là-bas et qu'ils font en plus eux-mêmes artisanalement. C'est artisanal et c'est... Enfin, bon, ça pourrait être une industrie. Tu manges du poisson, non? Oui. Avec du riz? Oui. Des pois rouges? Oui. Des lentilles? Oui, le riz, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Elle mange pas ça tous les jours, or que l'Africain va porter le wax du matin au soir et toute sa famille. Et il va le léguer même à ses enfants. Est-ce qu'il faut parler plus du cadenas que tu as mis dans l'origine du monde ou pas? Alors, c'est pas un cadenas. Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Est-ce que tu veux en parler? Si tu veux, mais j'aimerais plus parler de Egoun, puisque ça rejoint le travail de qui? Egoun, la toile Egoun. Donc, c'est la toile qui est à l'entrée. J'ai envoyé la photo. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle est en relation aussi avec son travail, et c'est aussi pour ça qu'on a fait l'exposition hybride, avec les masques qui est à l'entrée de l'exposition. Mais il y a aussi une toile dans laquelle tu cries sur un homme. Oh là là, non, j'ai pas envie de parler de celle-là. Excuse-moi. Avant, je peux juste parler de l'autre. Mais quand même, tu as fait ce tableau, non? Oui, mais est-ce que je peux tu peux pas juste ne pas vouloir parler du tableau que tu as fait. On a parlé de l'histoire de l'origine de la décence pendant un bon moment. J'aimerais juste qu'on parle rapidement de celle-ci pour faire le lien avec l'expo, en fait. Celle-ci? Voilà, juste mais le temps. Tu vois, moi, ça m'intéresse pas oui, tellement. J'ai compris. Parce que je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, non, mais l'expo, elle vient, elle partira, si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
plus vous, c'est-à-dire Mais justement, en les dehors gouttes, là, ça peut être non, vraiment- de chacune de vous. Mais tu n'as cette pas toile, elle est un peu abstraite, mais vas-y, elle n'est pas abstraite. talk to me. Pas abstraite. Et ça, c'est aussi pour parler de cette association d'artistes. On est à deux, on a pensé à le faire à deux. Aussi, pourquoi? Parce À faire quoi à deux? à faire cette exposition à Oui. deux. Donc j'ai choisi parce que je savais qu'il y avait des choses en réponse avec mes questionnements, les identités multiples, etc. Je suis aussi métisse, donc africaine aussi. Là, on parle des goons qui parlent donc des costumes et de masques, donc qui sont incarnés par des entités en fait, donc des personnes décédées dans la famille, qui sont incarnées donc par des personnes réelles, donc recouvertes de masques. Donc ces personnes-là Je ne sais viennent. pas si on comprend bien, parce que je ne sais pas si on voit bien. Mais ils vont Donc venir là, à ils l'expo, sont- Si on peut mais- la mettre, oui. si on peut la mettre en gros plan, peut-être ça serait plus facile. Donc là, ils sont trois. Mais déjà, il faut que Ils tu. sont trois. Déjà, attends. Mhm. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est. Je ne voulais pas trop en parler, mais il y a un processus, tu as une façon de travailler qui est particulière, tu as Oui, un oui, processus qui est Mais je vais en spécifique. parler, il y a pas Je veux de dire, c'est problème. pas de la peinture parce que ça se voit pas sur l'écran. C'est pas de la peinture, c'est une œuvre C'est du numérique. dessin. Non, ça c'est que du dessin. D'ailleurs, j'ai C'est le du dessin carnet, sur il est là. quoi? Sur Il est papier. là, oui. Mais là, l'œuvre Mhm. que tu présentes, c'est une reproduction sur un miroir, non? Voilà, C'est ça. c'est l'impression. Donc, en fait, et il y a aussi un côté digital, c'est vrai, mais Donc, c'est la un mix, en fait. Oui, la Donc, tu as- majorité est dessin. Donc tu as fait un dessin Oui, que tu as scanné Exactement. et sur lequel tu es revenu de façon numérique. Voilà, exactement. Mais tu as laissé des parties Mhm. vides, si tu veux. Oui, De façon à ce que quand tu imprimes sur le miroir, qu'on puisse voir le miroir. oui, Et donc l'environnement se reflète dans l'œuvre, quoi. exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, je veux bien parler de la technique, il n'y a pas de souci. Et donc, ils sont trois, je ne sais pas si on le voit bien. Et Enfin, chaque... l'œuvre est en 3 parties. Non, ils sont trois égouns, donc trois revenants. Égoun Oui, mais- veut dire revenant. Mais si tu dis ils sont 3, on a le sentiment qu'il y a 3 œuvres. C'est à l'intérieur de l'œuvre, Oui, il y a oui. 3 Trois parties. entités. Ils sont trois égouns, je Mais sais. dans la même œuvre. Oui, dans Voilà, la même mais non, œuvre. mais c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, Ok. non, parce qu'on la voit à l'écran, donc Oui. forcément on parle que d'une seule œuvre. Il y a une œuvre et donc il y a trois égoun. Égoun qui veut dire revenant en Yoruba, et donc ce sont des personnes donc décédées qui leur esprit rentre dans quelqu'un qui est vivant à Dans le l'intérieur des transe. masques. Ils sont en transe et donc ils viennent donner des informations aux personnes de leur famille en donnant des prédictions pour l'avenir. Ils viennent pour des cérémonies, donc pour résoudre des problèmes, des conflits familiaux, pour venir pour aider Des pour, baptêmes, des des baptêmes, pour plein de choses comme ça, des moments importants de la vie. Et ça c'est- vient d'où ça? Donc du côté de ma mère, qui est métisse, donc nigériane. Donc D'accord. dans sa famille, mon arrière-grand-père est parti, donc a été capturé rapidement au Nigeria, a atterri au Bénin. Et au Bénin, le roi lui a changé son nom. Il s'appelait Ogusidea Deokum et il l'a baptisé Dominique Aguessi. Et c'est Aguessi que je porte aussi sur mes papiers. Donc c'est aussi important et c'est aussi pour ça que je garde en fait ce nom-là en tant que nom d'artiste. Donc là, je fais cette distinction-là par rapport à cette toile, surtout par rapport au travail aussi que je trouve vraiment en résonance en fait avec Judith. Elle est sur de la 3D, là elle est partie aussi sur de la 2D, mais il y a vraiment toute cette connexion au spirituel qui vient à travers des personnes réelles en fait et qui se manifestent. Donc par exemple, ma mère me le racontait et on l'a vérifié. Donc un égoun est venu pendant une cérémonie, elle était pas très grande et elle a dit donc une cérémonie familiale. Donc c'était pour un décès. Ils viennent donc soit pour les décès, soit pour les mariages, soit parce qu'il y a un souci dans la famille, ou soit pour baptiser les enfants, leur donner des protections. Et là, donc il y en a un qui s'est arrêté, qui a parlé en Yoruba à ma tante, la sœur de ma mère, et lui a dit qu'elle aurait de vrais jumeaux, qui vont vraiment se ressembler beaucoup. Et donc quelques années après, effectivement, elle a eu des jumeaux, et des jumeaux monozygotes, voilà. Donc, c'est le nom bien scientifique. Et ma mère m'a dit, mais c'est quelque chose qui l'a marqué en fait. Les jumeaux sont où? C'est mes cousins, ils sont là, ils vont bien, ils habitent en France. En Yoruba, c'est quoi Yoruba? Yoruba, c'est une langue du Nigeria. Yoruba. Est-ce qu'elle est Yoruba. Est-ce qu'elle est écrite ou orale? Alors, je sais qu'elle est orale, je sais pas si elle est écrite. Tu sais si elle est écrite? Je sais pas. Est-ce que tu comprends que certaines personnes vont se dire tiens, elle parle de fantômes, elle croit en fantômes? Oui, mais Pensant à la réincarnation. elle a... Non, pareil. Pareil. Ouais, c'est vrai que... Non, je le sais, et c'est quand même dingue aussi parce que... Mais moi aussi, je l'ai ressenti comme ça. Parce que Tu as c'est pas ressenti quoi? que je me suis dit, mais c'est quand même dingue, j'entendais des histoires quand j'étais petite et j'y croyais pas en fait. Parce que j'avais pas été confrontée en réalité à ça. Et j'ai commencé à m'y intéresser, bien tard, puisque c'était depuis l'année dernière. Donc là... je m'y intéresse, je me dis mais c'est dingue, ça vient de ma famille. Je regardais des vidéos sur internet
Et ma mère me dit, mais tu regardes ça, mais il y a ça dans ta famille, donc il faut que tu te renseignes, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. Voilà. Il faut conclure un peu. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu dis de cette histoire d'esprit qui passe par les masques pour parler aux humains? Moi, je dis qu'il est réel. Je vais vite, je caricaturise. Non, qu'il est réel et vrai, en fait. Mais est-ce que tu as le sentiment que... Parce que ta performance, c'est jeudi? Vendredi a fait peur aux enfants. Hein. Certains enfants, oui, j'ai vu leur réaction. Mais moi, ça ne m'effraie pas. Après, je pense que c'est aussi ça, l'interaction. Non, mais la relation... Ça veut partie, dire qu'il a bien travaillé. Non, mais la partie un peu spirituelle. Ouais. C'est-à-dire dans le sens où il y a des esprits qui peuvent se manifester pour des gens qui sont sensibles sans juger. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui se manifeste, quelque chose que tu comprends, quelque chose auquel tu adhères ou comment? Ouais, que je comprends, que je ressens. Et moi-même, les enfants, ils ont pleuré en l'occurrence. Mais moi, par exemple, j'ai été très en émotion. Par exemple, de voir sa performance. Oui, mais j'entends. Mais est-ce que tu as le sentiment que, par exemple, ton masque, d'un coup, il y a un esprit qui va venir se manifester parce que ton masque, l'esprit qui vient de... Le capte, oui. Parce que je crée avec l'intention d'eux. Et donc, du coup, oui, cette divinité-là ou ces choses auxquelles je pense habite le masque. Bon, là, on est parti en plein ésotérisme. Si on veut, mais du coup, s'il y avait les performeurs, ils pourraient le dire. Ils pourraient le dire, parce que du coup, moi, c'est ce que j'ai vécu avec, par exemple, lors de la dernière interprétation. Oui, moi, je vois que mon performeur, il était prêt, il a saisi l'essence et il a pu être habité le temps de la performance, c'est le temps où il a porté son masque. C'était fort. Voilà. Je voulais toucher vite fait. Peut-être ce sera pour une autre fois. La nocturne le 16. Oui, peut-être il y aura une nouvelle performance. Il y a une nocturne le 16 octobre à la Harawak. Venez nombreux. Oui, il y aura des esprits avec nous, ils vont voler partout. Je voudrais finir quand même, parce que ce qui nous caractérise, ce qui te caractérise un peu, Judith, mais plutôt toi, même par rapport à moi, c'est la notion, si tu veux, d'être des artistes de générations différentes et qui du coup, abordent la production artistique différemment. Déjà, je suppose que tu as grandi à l'école, etc., avec le questionnement de la photographie déjà. Oui. Avant même le numérique, de savoir est-ce que c'était de l'art, etc. Maintenant, toi, tu arrives avec des œuvres qui sont 100% numériques. Ouais, certaines sont 100% numériques. Qui commencent avec le dessin, peu importe, mais le résultat final, ce que tu présentes, finalement, c'est une œuvre numérique, puisqu'elle est finie, elle a sa forme complète en tant qu'une fois qu'elle est finie sur l'ordinateur. Oui, mais par moment, je retravaille encore après, même quand c'est imprimé, il faut aussi le dire. Voilà, mais c'est quoi le pourcentage que tu retravailles? Plus que 50% ou moins que 50%? Quand tu dis que je retravaille, je les retravaille. Une fois que tu as imprimé, est-ce que tu réécris dessus? Est-ce que tu redessines dessus? Une fois que c'est imprimé? Oui. Combien? Là, par exemple, il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. Sûr? Ouais, 4 sur 1, 2, 3, 8. Ouais, 50%. Ouais. D'accord. Mais là, dans cette expo, donc ça dépend en fait. Donc, j'arrive à ma question. J'ai déjà fait que de l'acrylique, comme j'ai déjà fait que du numérique, comme j'ai mélangé les deux. J'en suis sûr. Donc ça dépend en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on a eu cette question, mais je ne vais pas revenir dessus, mais juste pour le téléspectateur, pour le contexte. Donc, l'œuvre numérique, une fois qu'elle est faite, pour celles que tu ne retouches pas, elles sont imprimées sur un support, du tissu, du bois, un miroir, quel que soit. Et c'est ça que tu présentes et c'est ce que tu proposes à l'acquisition, aux expositions, etc. Oui. Et, mais donc, du coup, cette œuvre, elle pourrait être reproduite sur le même support. C'est juste que tu décides de ne pas les reproduire. Oui. Donc, il y a une relation de confiance, en fait, qui se crée. L'œuvre, elle existe parce qu'on te fait confiance. C'est ça? Oui. Donc, c'est intéressant par rapport, si tu veux, au fait de la notion qu'on peut imaginer de la propriété ou
de la valeur des choses. Parce qu'en fait... Puis juridiquement, j'aurais des soucis quand je veux un certificat d'authenticité et que j'explique qu'il y en a un. Non, mais ça, c'est après. Ça, c'est après. Non, mais aussi dans le sens... non, mais ça, c'est après, mais avant, tu vois. Et donc, mais c'est une question importante. Je sais pas, peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est une question importante pour moi. Et c'est une question qui se pose de plus en plus maintenant, à mesure que, surtout depuis que le confinement nous a précipité en fait dans le numérique. Ouais. Parce que au bout du compte, la question de la confiance va être centrale, puisque moi j'achète, disons, pour parler vite, j'achète ou j'expose une œuvre. De Sohag et Siraboteur, qui est une œuvre numérique, qui est imprimée en un exemplaire, et je dois lui faire confiance qu'elle ne va pas en imprimer d'autres. Oui, parce qu'il y a aussi tout un tas de papiers c'est pas un procès. Oui, mais il faut le dire. Non, mais quel que soit, parce que ça fait trop jouer juste sur la confiance personnelle de la personne, alors qu'il y a quand même un contrat, même pas un contrat, mais il y a quand même un papier qui stipule qu'il n'y en a qu'une, par exemple, quand on m'achète une œuvre. Donc au-delà de la confiance, il y a aussi tout un aspect juridique que je prends en compte, et ça a été réfléchi. Donc non, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 15. Dans tous les cas, c'est toujours une, et à chaque fois. Et ça, c'est stipulé, écrit, signé. Mais ça peut être stipulé, écrit, signé et tout, et que tu décides d'en faire 10 autres. Ça peut. Je dis pas que tu le feras. Oui, donc c'est donc, si tu veux, à la base, si tu veux, il y a une question de confiance. Mais c'est important parce que si tu veux, je pense que on va de plus en plus vers cette question par rapport au numérique et aux œuvres numériques. Tu vois ? Ça prend de la place en ce moment. Ouais. D'autre part, une autre question, et je pense qu'on va peut-être laisser l'antenne sur cette question, c'est au bout du compte, si l'œuvre se termine sur l'ordinateur, pourquoi il faut l'imprimer ? Elle peut rester numérique. Elle peut rester numérique, et ça se vend d'ailleurs. J'ai commencé à m'y intéresser d'ailleurs depuis le confinement. Et elle peut rester, oui, purement numérique. C'est une idée. Ça dépend de ce qu'on a envie d'en faire et de comment on a envie de diffuser son art. Aussi l'objet. Ça dépend. Mais si elle est numérique, on n'a pas besoin. Oui, mais enfin, le fait qu'elle travaille numérique et qu'elle finit par l'imprimer, peut-être que voilà, ça répond aussi à des personnes qui veulent avoir du matériel, du tangible. Oui, mais c'est la nature de l'œuvre, c'est qu'elle est faite en numérique. L'imprimer, c'est pas l'œuvre quelque part. Ah, quelque part, c'est une version de l'œuvre alors. Si l'artiste dit c'est ça l'œuvre, c'est ça. Mais s'il décide de le laisser numériquement, c'est parce qu'il a Si l'artiste dit c'est ça l'œuvre. C'est parce qu'il... Donc l'artiste décide. Il peut. Voilà. Moi je dis que si c'est numérique, ça peut aussi être une œuvre. C'est ça. Ça ne me dérange pas. Et c'est ce que je dis. Et ça dépend vraiment de ce qu'il va vouloir dire, la manière aussi dans le contexte dans lequel il a fait et pourquoi il a fait. Il y a aussi des œuvres numériques qui sont faites dans un esprit bien particulier, et c'est pour ça qu'elles sont numériques d'ailleurs, et qu'elles resteront juste numériques. Donc ça dépend aussi, ouais. Des fois, les artistes se trompent. Des fois, ils font les mauvais choix, ça arrive, il faut le dire. Les artistes, ils n'ont pas la science infuse. Ça, c'est vrai. Non, ça dépend, ça dépend. You're welcome. Merci. Thank you very much. Un dernier mot, on n'a pas montré le cadenas.